Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série aussi que je vais tester. Alors je ne suis pas sûre encore du nom, je sais pas si je l'appelle Bubble Tea Time ou Bubble Tea Talk ou Bubble Tea with Me, je sais pas, on verra. Mais vous aurez compris, l'idée c'est de discuter autour d'un sujet, d'un thème avec un bubble tea. Donc je vous invite à prendre une boisson avec vous, que ce soit un bubble tea, un thé, un café, ce que vous préférez. Et à terme, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment pouvoir inviter d'autres créateurs de contenu ou des personnes qui ont envie d'intervenir sur un sujet spécifique. Je pense que ça peut être vraiment sympa de rendre cette chaîne un petit peu plus interactive. Le but c'est de pouvoir discuter. Alors attention, j'ai bien dit discuter avec bienveillance. Pour moi c'est important, c'est vraiment le fil conducteur de mes créations de contenu. Donc je veux pas spécialement de débat ou quoi, juste du partage, et on a le droit de pas être d'accord et c'est parfaitement ok et c'est pas grave. Mais j'avais vraiment envie de tenter ce format là qui ressemble aussi peut-être un peu à un podcast, mais l'idée voilà c'est de pouvoir discuter, de vous engager dans la conversation. N'hésitez pas à échanger également. Alors le thème que j'ai choisi aujourd'hui, je vous l'ai posté déjà sur mon compte Instagram et les retours ont été plutôt timides parce que je vous ai demandé si vous avez des questions sur l'investissement luxe, en particulier les sacs de luxe parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc le bubble tea du jour, déjà je vais commencer par ça. Et un que j'ai découvert la semaine passée, c'est un bubble tea au spéculoos de chez Pépite Café. Il est très joli, il a l'air très très gourmand. N'est-il pas beau? Et le thème, j'avais envie d'aborder ce sujet d'un point de vue plus social. Dernièrement, je suis tombée sur des posts que j'aurais peut-être jamais dû voir, qui parlaient de moi, et en fait, je sais pas si c'est des personnes qui vont regarder cette vidéo, mais la seule chose qui me déçoit, c'est pas qu'on me critique ou qu'on soit pas d'accord avec moi. Ça c'est pas grave, j'ai entendu, elle a changé, ah mais maintenant elle fait ça, elle parle de ça, mais c'est scandaleux ou je la comprends plus ou peu importe en fait. Vraiment pour vous dire la vérité, ce qui m'a un peu déçue, c'est que certaines personnes même que je connaissais dans la vie réelle, en fait, au lieu de venir me voir pour m'en parler ou me poser juste des questions, parce que je suis assez ouverte d'en parler de toute façon. Je veux dire, je parle de budget sur mes vidéos YouTube, je vous détaille tout et je peux comprendre les interrogations. Mais oui, j'ai lu des trucs qui m'ont pas plu, un post où on parlait de moi clairement et on disait que c'était sûr que toute ma collection était fausse parce que j'étais asiatique. Mais quel est l'intérêt quand on fait une vidéo YouTube où je sais qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo qui sont peut-être encore plus connaisseurs que moi en termes d'authenticité de montrer des faux sacs. Et jamais de la vie j'essaierai de berner d'autres personnes, surtout en vidéo YouTube, enfin je vois pas l'intérêt, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste m'attirer des ennuis pour rien. Je crois que c'était hier, j'étais tombée sur un thread, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui parlait de l'exposition du luxe à travers les influenceuses, etc. Et j'ai trouvé le sujet super pertinent, super intéressant, donc c'est pas du tout une critique. Excusez-moi, je vais juste goûter mon bubble tea, au moins j'ai pas encore bu une seule gorgée. Il est bon. Donc c'est spéculoos et moi j'ai pris les perles de tapioca classiques. Hein. C'est une espèce de pâte de spéculoos et je crois qu'au-dessus c'est du cream cheese. Donc c'est vraiment délicieux. Et puis ici vous avez les éclats de spéculoos, vraiment le biscuit. D'ailleurs je crois que je vais mélanger un peu pour avoir justement ce côté un peu croustillant. Donc je disais oui, je comprends que cette surexposition peut déranger. Peut-être que ça a été ma faute d'être un peu trop naïve sur le sujet. En 2022, quand j'ai partagé ma collection de sacs de luxe, c'était vraiment sans aucune arrière-pensée. En fait, justement, j'ai trouvé que c'était cool que des personnes commençaient à parler de luxe sur internet de manière un peu plus démocratisée. J'ai jamais osé, moi c'était un peu ma passion cachée. Après, c'était pas vraiment caché dans le sens où les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez, les vidéos What's in my bag, c'était mon tag préféré parce qu'à chaque fois je pouvais vous présenter des sacs à main. C'est vraiment un sujet que j'adore. Ça fait vraiment 15-16 ans que je suis passionnée par les sacs, mais en général. Évidemment, j'ai pas commencé par le luxe. À l'époque, j'étais étudiante, j'avais absolument pas les moyens. Mais justement, c'est intéressant, et ça c'est vrai, aussi de vous montrer comment ça s'est construit petit à petit, parce que je vous ai présenté une collection et ça a un peu été posé là comme ça. Même si je vous explique comment j'ai pas expliqué comment j'ai économisé, épargné, etc. Et vous montrer que le luxe peut être accessible à quelqu'un qui n'a pas forcément un énorme salaire. Je sais pas s'il faut forcément avoir un style de vie luxe qui va avec pour pouvoir s'acheter des sacs à main. Enfin, de toute façon, si vous économisez, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup faire des raccourcis, c'est pour ça que les formats courts vidéo fonctionnent autant et qu'on n'a plus le temps en fait. Ce que je préfère, c'est vraiment ce format un peu plus long. J'ai l'impression d'être avec vous et c'est ça qui est cool aussi. Moi j'aurais été heureuse en fait qu'on vienne me poser des questions, me dire mais en fait je comprends pas, ou c'est incohérent avec ton style de vie, ou alors pourquoi, ou alors enfin, je sais pas. Peu importe les questions, en fait, j'aurais vraiment, sincèrement été heureuse qu'on vienne me voir. Même certaines amies assez proches dans la vraie vie, quoi, ne savaient pas que j'avais cette collection parce que, je vais être honnête avec vous, je me sentais limite
honteuse de posséder des sacs de luxe, de dépenser en fait mon argent là-dedans. Mais après c'est mon argent et j'en fais ce que je veux. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte d'investissement aussi, que ce soit un investissement en termes juste d'argent purement financier, mais aussi un investissement pour moi parce que c'est ma passion. Certains sacs pour moi sont vraiment des œuvres d'art. Le juste prix, c'est le prix qu'on accepte de payer. Donc personne ne peut juger que quelque chose est trop cher pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Si quelqu'un a accepté de l'acheter, c'est que pour lui c'était un prix acceptable. Le luxe peut aussi frustrer parce que c'est pas accessible et le luxe n'a pas vocation non plus à être accessible. Ce qui fait le luxe, c'est clairement aussi la rareté du produit. Après ça reste qu'un objet. Au début j'ai commencé par des sacs premium parce que quand j'étais étudiante j'avais pas non plus spécialement les moyens. La plupart de mes sacs à main je les ai payés soit soldés, soit à petit prix par des ventes privées ou encore en outlet. Donc généralement j'achète tous mes sacs à moins 50%, à part peut-être 2-3 coups de cœur. Et comme j'ai toujours eu ce côté collection, quand je me lassais d'une pièce, je la revendais et j'arrivais du coup à ne pas trop perdre d'argent. C'est très rare en vrai que j'ai perdu de l'argent. Je pense à Kate Spade que j'ai déjà vendu. C'était affiché en valeur 9 boutique à 550 €. Moi je l'ai acheté je crois 295, 300 on va dire. Et ben je l'avais un peu utilisé mais pas non plus énormément. Donc il y avait très peu de traces d'utilisation. Et tout le packaging, le dust bag. Donc j'ai réussi à le revendre 325 €, donc j'ai même fait une légère plus-value dessus. C'était pas le but à la base, mais je l'ai très peu utilisé. C'est un sac qui s'est fait rare, enfin qui a plus été édité ni vendu par la suite, donc c'est ce qui a justifié ce prix. J'aurais pu faire aussi encore une plus grande plus-value je pense. En vrai c'est en fait l'histoire de la plupart des ventes de sacs à main, parce que je suis pas prête à brader même quand je vends en seconde main les sacs que j'ai achetés à un certain prix, et par expérience en vrai tout finit par se vendre, mais c'est plus une question de temps. Ouverte un petit peu à négociation mais pas à baisser le prix de moitié encore, enfin pour que ça fasse moins 80% sur le prix neuf, on est bien d'accord, parce que ça reste un objet qui a une certaine valeur, qui garde une certaine valeur. Pour que ça fonctionne du coup en premium, c'est qu'il faut l'avoir acheté effectivement à prix soldé déjà à la base. Ça fonctionnera pas si vous l'avez acheté à prix plein. Les sacs haut de gamme, même si c'est une qualité qui peut être fabuleuse, ne vont pas forcément prendre une cote sur le marché de la seconde main parce que ce sont des sacs assez accessibles au final. Donc si les gens vont sur le marché de la seconde main pour l'acheter, c'est pour l'acheter moins cher, pas au prix boutique ou au prix plus cher que la boutique. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, puis après du coup c'est seulement à l'âge de 20 ans que j'ai eu mon premier sac de luxe, et c'est pas moi qui me le suis acheté. Donc le premier c'était un Louis Vuitton Speedy bandoulière que j'ai présenté dans ma vidéo collection sac de luxe. C'était le cadeau de mes parents pour mes 20 ans, et en même temps moi je m'étais acheté mon Longchamp pliage personnalisé en cuir. Alors c'est pas du luxe mais je l'avais payé assez cher ce sac, parce que je l'avais payé 525 €, et au final moi en tout cas je trouve que je l'ai rentabilisé parce que jamais je pourrais le vendre. Il a été personnalisé ce sac et c'est pas mon but. C'est celui que j'ai le plus rentabilisé justement en le portant quoi, parce que c'est devenu un peu le sac utilitaire, et c'était top. Je l'aime toujours autant, il est pratique. J'ai pas l'impression d'avoir fait un mauvais achat ou un mauvais investissement, parce que quand vous l'utilisez et que vous adorez ce que vous avez acheté, bah c'est un bon achat tout simplement. C'est vrai qu'une fois qu'on a un premier sac de luxe et quand on est passionné, forcément on a envie de plus, enfin voilà, c'est normal. Par contre j'ai évidemment commencer à beaucoup moins acheter de sacs haut de gamme, parce que bah, il faut choisir, hein. Choisir c'est renoncer. En même temps il n'y a pas d'autre solution si on a envie d'économiser pour pouvoir s'acheter des sacs un peu plus luxe justement. Voilà, c'est aussi la gestion de budget qui doit entrer en compte, parce que ça vous le voyez pas et vous le savez pas forcément, mais en vrai c'est un peu triste. Ce qui est bien c'est que j'ai quasiment arrêté complètement la fast fashion, mais même avant j'achetais que quand c'était les soldes en fait, parce que bah, vraiment j'avais pas le budget. Je m'interdisais le budget, on va plus dire ça, mais je me suis déjà aussi disputée avec certaines amies qui ne font même plus partie de ma vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est assez triste finalement. Il y avait certaines qui voulaient tout le temps aller faire du shopping. Pas forcément, si je voulais garder mon argent pour pouvoir m'acheter un sac de luxe, etc., je pouvais pas tout le temps acheter tous les week-ends, partir en session shopping avec elle, etc. Donc ça m'éloignait. À chaque fois qu'on parlait des sacs, de la mode, du luxe, elle disait oh les trucs Chanel et tout, c'est quel genre de filles qui vont dépenser de l'argent comme ça. Et c'est pour ça, pendant très longtemps, je pense, j'ai eu vraiment honte, parce que j'ai même pas osé dire à mes amis, donc c'est pour ça que je dis que finalement c'était pas des vrais amis, de dire que moi ça m'intéressait en termes aussi investissement, en termes histoire, que ça représente en fait, parce que j'étais passionnée. Mais je peux comprendre que elles qui n'étaient pas spécialement passionnées ne comprennent pas. En soi c'était pas grave, encore une fois c'était pas un sujet énorme de dispute au point de plus jamais se parler. De manière générale, en fait, ça nous a éloignés, parce que bah, je pouvais pas faire autant de sorties. Parfois, c'était même des activités de groupe auxquelles je ne participais pas, parce que j'avais besoin de garder mon argent.
Et c'est difficile à justifier. Je pense que certains ont peut-être pensé même que en fait j'avais pas d'argent, j'avais des problèmes d'argent et donc j'y allais pas. En vérité c'est vraiment parce que je voulais investir, voilà, dans des actions, dans des sacs à main, dans plein de choses. Donc c'est des sacrifices. À des moments, savoir dire non aussi à des invitations de sortie, de dire cette sortie-là je la fais pas parce que ça coûte trop cher, faire moins de resto parce que clairement c'est un budget au final quand on additionne, en fait il n'y a pas de petites sommes et ça je vous l'ai souvent dit, mais moi j'ai jamais eu un salaire extraordinaire, etc. J'essaye juste à mon échelle en fait de atteindre ce que j'ai envie et ça c'est le but un peu de mes vidéos et c'est pour ça que sincèrement, je suis désolée si mes vidéos de sacs de luxe ou même de budget vous ont vendu du rêve parce que justement c'est pas le but. Je vous montre qu'avec un petit salaire on peut arriver à plus parce que j'ai fait travailler mon argent. Il y a du bruit à l'extérieur, non, désolée. Il y a beaucoup trop de bruit, je vais boire du bubble tea. Je crois que c'est bon, il y a moins de bruit. Vraiment aussi m'excuser si certaines de mes vidéos ça vous a mis mal à l'aise en fait. Parce que vraiment à aucun moment, moi c'était mon objectif, en fait j'ai peut-être été trop naïve sur le sujet. Moi j'ai attendu longtemps avant d'investir, des années, ça fait 15 ans que j'ai... plus de 15 ans en vrai que je suis passionnée par les sacs à main et avoir la collection de luxe que j'ai aujourd'hui, en fait c'est beaucoup de changements, de faire évoluer cette collection en partant justement de très peu. Mais c'était pas pour me montrer supérieure à qui que ce soit. Mon but c'est de vous montrer comment j'essaie d'upgrader un peu ma vie. Si mes conseils, mes astuces peuvent vous aider, je suis trop heureuse, que ce soit des astuces monétaires ou même des astuces qui vous simplifient la vie, qui vous permettent de mieux vous organiser, c'est ça mon rôle. C'est à ce moment-là où je me dis j'ai fait quelque chose qui est cool quoi. Et c'est ça qui me donne envie aussi de continuer à partager du contenu. Rien d'autre, vraiment. Mon but quand j'expose des belles pièces, c'est pas de vous dire regardez ce que j'ai. En fait, c'est pas pour me vanter de quoi que ce soit. Passion, et vraiment, ça n'avait que ce but là en fait, de juste montrer des belles pièces, de partager un moment que moi je trouvais cool. Si ça vous a embêté ou gêné, encore une fois, je suis désolée par rapport à ça parce que c'était pas le but et j'ai jamais pensé ça, jamais je me suis dit il faut que je monte ça pour montrer que j'ai ce truc là. Non, c'est pas pour exposer ce que je possède parce que ça n'a aucune valeur. Mais peut-être que vous êtes absolument pas passionné par les sacs à main et donc ça vous intéresse pas du tout, ce que je peux comprendre et c'est parfaitement ok. Mais moi ce que j'ai envie de partager dans mes vidéos c'est comment arriver à atteindre ses rêves. Vos rêves ça peut être totalement différent des miens. Enfin, tant mieux justement, c'est qu'on ait des rêves différents mais que certaines méthodes, certaines astuces peuvent fonctionner pour d'autres chemins vers nos projets. Et si vous êtes aussi passionné de sac à main, tant mieux, comme ça je me fais aussi des nouveaux amis de sac à main et c'est vraiment avec grand plaisir que je discute de ça avec vous, de partager cette passion commune. Mais si vos objectifs c'est peut-être même pas l'immobilier, c'est de voyager, mais que mes vidéos budget, ça vous permet d'atteindre ce projet-là, en fait, au final, ça revient au même. Je sais pas si vous voyez je sais pas si ce que je dis est clair là, mais c'est vraiment le seul but au final. Ouais, je me suis sentie mal quand j'ai lu que le fait d'exposer des choses ou vouloir étaler son argent, mais moi c'était pas du tout mon but. Au contraire, quand j'ai vu des influenceuses commencer à parler, j'aime pas le mot influenceuse, mais quand j'ai vu des créatrices de contenu commencer à montrer aussi qu'elles avaient des sacs ou qu'elles arrivaient à avoir le sac de leur rêve, je me suis dit c'est magnifique parce que c'est effectivement une sorte, peut-être pour elles en tout cas, de réussite. C'est juste de la joie qu'elles partagent et je me suis dit ok, il y a quand même des gens qui sont intéressés de voir ce genre de vidéos, donc je vais pouvoir parler d'une passion moi qui m'anime depuis super longtemps. Maintenant je me sens bête de dire que j'avais honte, mais oui, j'avais vraiment honte. Et je suis contente de pouvoir en plus en parler, mais comme vous l'avez remarqué, pendant un an j'ai quasiment pas parlé parce que déjà j'ai pas acheté de nouveaux sacs, question budget, on va être très honnête, et aussi parce que j'avais eu des retours quand même qui m'ont fait beaucoup réfléchir et je me disais est-ce que je continue à parler de ce genre de sujet ou pas. C'est pour ça que j'ai autant demandé sur Instagram. C'est pas le fait que je n'avais plus d'idées ou que je voulais pas, c'est juste que je me suis posé la question un peu plus éthique en fait, de me dire est-ce que c'est bien de partager ça ou pas. Voilà. Les éclats de spéculoos là, c'est trop bon. Ça apporte vraiment quelque chose. Donc là je vais vous raconter un peu comment j'ai construit ma collection de sacs de luxe. C'est parti de deux sacs qu'on m'a offert et puis je me suis dit j'ai envie aussi d'acheter un sac de luxe, mais de l'acheter moi-même quoi, de faire un investissement luxe. Et ça a pris du temps hein.
que c'était en 2015, donc pendant 3 ans j'ai vraiment économisé dans ce but là, et j'avais économisé à peu près 2800 ou 3000 euros, je sais plus exactement, et donc je vais en voyage, je tombe sur le sac Chanel Timeless. Moi c'était mon but à l'époque, d'avoir celui avec le matelassé chevron, je ne voulais que celui-ci, et quand je suis arrivée en boutique, on m'a annoncé le prix de 3500 euros. Et c'était trop cher pour moi à l'époque, et en fait je regrette de pas avoir plus attendu, de plus avoir économisé. Aujourd'hui il a atteint des sommes, je crois qu'on est à 9900 ou 10 000 euros pour le 25. Ça va être compliqué aujourd'hui si je le veux, enfin peut-être en seconde main c'est possible, en tout cas en boutique j'ai fait un peu une croix dessus, mais ça va, j'ai eu de la chance d'entrer on va dire sur ce marché assez tôt pour pouvoir quand même m'offrir des sacs et avoir l'expérience d'achat de luxe en boutique. Enfin c'était bien de vivre cette expérience parce que je le voulais, mais c'est pas indispensable. J'ai vraiment démarré avec 3000 euros que j'ai économisé en à peu près 3 ans, donc c'est assez lent, mais en même temps j'étais étudiante, donc il fallait que j'économise du coup sur ce que je gagnais en job d'étudiant ou en job d'été. Mais je me rends compte que je peux pas acheter le sac Chanel que je voulais tant. Donc je tombe sur une boutique de seconde main, on a plein de sacs Hermès. À ce jour d'ailleurs je n'ai toujours pas de sac Kelly ou de Birkin, hein, donc j'aimerais bien, mais je peux pas. Et donc je m'offre à un peu moins de 1000 euros un airbag avec 2 canevas que je vous ai montré dans ma vidéo collection si ça vous intéresse. Ça c'était vraiment mon premier achat luxe de seconde main, dans une boutique authentifiée qui est toujours là aujourd'hui, qui vend toujours des sacs extraordinaires, d'une rareté incroyable et tout. Et je regrette quelques mois après, alors je regrette pas d'avoir acheté le sac, mais je regrette en fait de pas avoir attendu pour acheter le sac que je voulais. Donc ça c'était la première leçon tout de suite apprise, c'est que si on a en tête vraiment un sac spécifique, faut pas se dire que ça passera, il vaut mieux attendre, récolter assez d'argent, épargner pour acheter son sac, que plutôt de se dire je vais acheter une version qui me conviendra ou autre chose, parce qu'en fait on est frustré et c'est encore pire après. Et donc je me suis dit non, en fait moi je veux un Timeless de chez Chanel, il a un 23 cm parce que je voulais un sac un peu plus petit, vintage, pour avoir les finitions en or plaqué et tout. Donc je sais même pas pourquoi à ce moment-là, parce que j'ai 23 ans et je vais dans des enchères. Et c'est ultra impressionnant je trouve en vrai. Je fais ça et je fais une enchère en fait où il y a à peu près 300 lots de sacs à main. Et je tombe donc sur un Chanel sur lequel je fais un ordre d'achat, du coup je paye mon sac 2500 euros. Aujourd'hui ça a déjà augmenté, hein. Donc vraiment encore une fois, si vous êtes passionné par tout ce qui est investissement, je pense que plus vous entrez tôt sur le marché dans lequel vous voulez investir, plus vite vous rentabilisez et donc moins vous payez au final, et peut-être que vous gagnez même beaucoup d'argent. Du coup quelques mois plus tard je m'achète mon Timeless finalement, mon premier Chanel, et donc c'est un Timeless qui vient des ventes aux enchères. Entre 2015 et 2019 en fait, dans ma collection, il n'y a pas de sac acheté. En fait, c'est faux, parce que vous avez vu que ma collection à un moment fixe, mais entre-temps, j'avais acheté des sacs, mais je les ai revendus. Et ça, c'est la première chose qui m'a permis d'avoir la collection que j'ai, c'est un peu l'achat-revente. Alors, je faisais pas de l'achat-revente comme les dépôts-ventes, parce que sinon j'aurais pu en vivre, et c'était pas le but. Le premier, c'était un second Timeless que j'avais eu aux ventes aux enchères. J'avais payé aux alentours encore une fois de 2500 euros, frais d'adjudication compris, enfin tous les frais, parce que généralement je crois qu'il y a entre 15 et 30% de frais supplémentaires par rapport à votre enchère, donc il faut bien réfléchir, bien calculer. C'était en fait un sac en cuir grainé, donc cuir caviar de chez Chanel, revendu avec une belle plus-value, sauf que j'ai fait une terrible erreur, et ça c'est quelque chose dont je voulais vraiment vous parler, parce que ne faites jamais ça. Ne faites jamais de crédit d'achat, même si vous pensez que c'est un investissement. Le seul investissement qui mérite un crédit, c'est l'investissement immobilier, mais le reste, ne faites pas de crédit. Je m'en suis vraiment mordu les doigts pendant longtemps. J'ai pas fait de perte d'argent, j'ai acheté ce sac à peu près 2500 euros, je l'ai revendu 5500 je crois, un truc comme ça. Mais à l'époque, quand j'ai acheté ce deuxième sac Chanel aux enchères, j'ai dû emprunter de l'argent. Et emprunter ça coûte de l'argent aussi, puisqu'il y a des frais d'intérêt, etc. Quand j'ai vendu mon sac, et je l'ai vendu finalement un peu trop vite, même si c'est une belle somme, mais je pense que j'aurais pu en obtenir plus parce qu'il était magnifique, en finition bijouterie dorée en plus. Déjà j'ai pas été capable d'attendre, mais en même temps si j'avais attendu j'aurais pas pu atteindre ma collection si vite. Au final, j'ai emprunté 2500, mais j'ai remboursé à peu près 3200 euros. J'ai fait une plus-value de 2500 à peu près, mais pas beaucoup plus en tout cas. Autre chose importante à savoir, c'est que l'achat-revente en tant que particulier, et c'est fixé à une limite, c'est-à-dire que si vous le faites une fois, je pense pas que vous aurez forcément des impôts à payer dessus, mais quand c'est des grandes sommes, il faut faire attention, il faut le déclarer. Ça peut effectivement du coup prélever des impôts sur la plus-value de la vente. Donc c'est pour ça que si on se lance dans l'achat-revente dans le but
de gagner beaucoup d'argent, bah, il faut se mettre en statut d'indépendant, donc commencer à payer des charges, etc. C'est chronophage, c'est un vrai métier en fait, l'achat-revente, le dépôt-vente, etc. C'est pas à la portée de tout le monde, et moi c'était pas mon but, c'était plus d'augmenter le niveau de ma collection petit à petit. Mais j'étais contente, avec cet argent, c'est comme ça que j'ai pu acheter d'autres sacs par la suite. En moyenne en fait, sur 4-5 ans, du coup j'ai vendu 1 à 2 sacs par an, donc c'était pas non plus excessif, mais à chaque fois avec une plus-value, parfois même une petite plus-value, mais j'ai fait aussi des erreurs de vendre trop tôt. Par exemple, il y a eu un sac Louis Vuitton qui aujourd'hui cote pas mal parce que c'est l'édition limitée Murakami. J'avais un sac voilà, qui était très joli, que j'aurais même bien voulu garder pour ma collection personnelle, mais je sais pas, à l'époque, j'avais d'autres sacs en tête et j'ai revendu ce sac, je pense, 700, où j'ai dû me faire une plus-value de 200 €, donc c'est pas grand-chose, hein, franchement. À l'époque, ça me permettait de racheter des sacs et puis je m'en lassais, je revendais. J'avais pas vraiment une idée fixe de ce que je voulais en vrai dans ma collection. Dans tout investissement, en fait, on fait des erreurs aussi. Et avant de trouver ce qui nous correspond, bah voilà, j'ai fait beaucoup de fautes d'achat. Et ça m'a coûté non seulement des amitiés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça je l'ai jamais dit nulle part, mais aussi une relation avec un de mes ex qui trouvait que j'avais un problème de shopping, d'addiction, enfin je sais pas, il m'a dit ça un jour, j'étais assez choquée parce qu'en fait moi mon seul but c'était pas d'acheter pour acheter, c'était me construire une jolie collection, un truc qui me plaise en fait, et du coup je faisais un peu d'achat-revente effectivement, j'avais pas l'impression en tout cas d'être obsédée ou d'avoir une relation malsaine. Mais en fait, ce qu'il me reprochait, il me disait par rapport à ton niveau de vie, tu vis dans un petit studio de 23 mètres carrés à Paris et t'as envie d'acheter des sacs Chanel. En fait, il me faisait comprendre que c'était pas bien, de son point de vue, mais moi, franchement, je vais dire la vérité, c'était ma passion et j'étais juste frustrée qu'on me dise quoi faire avec mon argent alors que c'était le mien, je faisais ce que je voulais avec, mais c'est pas grave. C'est une passion qui m'a coûté en fait beaucoup plus que de l'argent. Ça change la vision de certaines personnes dès que ça concerne l'argent. C'est un peu triste parce que je pense que ce qu'il faut travailler au final, c'est la relation avec l'argent. Ce que je faisais ne faisait de mal à personne, ne causait du tort à personne, à part à moi-même. J'ai dû relancer la vidéo parce que j'avais plus de batterie, donc je sais pas si je suis cadrée de la même manière, mais c'est pas grave. Voilà, la première étape pour moi, pour construire ma collection, ça a été clairement de faire à chaque fois monter un petit peu en prix ma collection. Et ça suivait un petit peu la courbe aussi du marché. Et donc ma collection a commencé à prendre de plus en plus de valeur et j'arrivais du coup à un peu échanger mes sacs, enfin un autre sac que je voulais un peu plus et qui prenait aussi un peu plus de valeur. Après j'ai souvent eu de la chance de tomber sur des sacs, je pense, qui allaient prendre de la valeur avant même que je m'en rende compte en fait. Et encore une fois, même dans le luxe, j'essayais de pas payer mes sacs plein pot, donc j'essayais de faire les ventes privées, notamment pour les sacs de la marque Chloé. Je crois qu'il m'en reste plus que 1 ou 2 maximum, mais en tout cas la plupart je les ai revendus. J'ai pas fait de perte dessus, après je suis pas sûre d'avoir fait un gain non plus. C'est aussi le jeu, on peut pas faire des plus-values sur tous les sacs, hein. Je pense qu'il y a 3 marques dont les sacs gardent mieux leur valeur, c'est Chanel, Hermès et Louis Vuitton, ou Dior. Entre les deux, mon cœur balance un peu. En fait, ça dépend du modèle du sac. En tout cas, Louis Vuitton, il y a 10 ans, c'est sûr. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins sûre, à part pour les éditions limitées des sacs. En 2020, il y a eu une vente privée sur Vip ou showroom privé, je sais plus. En tout cas, un des deux faisait une vente privée Delvaux. Donc avec la maison de maroquinerie belge. Donc forcément en tant que belge j'avais envie de cette maison que je trouvais incroyable, que j'ai toujours adorée. À chaque fois que je passais dans la galerie au centre-ville de Bruxelles, je voyais les devantures des boutiques et franchement c'est ça qui m'a toujours fait rêver quoi. Et donc c'est le premier sac Delvaux que j'ai pu acheter, notamment parce que précédemment j'avais fait du coup de l'achat-revente et que j'avais fait quelques bénéfices. Ces bénéfices j'aurais pu clairement aussi les mettre dans autre chose que des sacs à main de luxe, hein. J'aurais pu faire peut-être quelque chose de plus intelligent avec aussi, mais en fait moi je me suis toujours gardé une enveloppe spécialement pour cette passion, pour mes sacs, et donc à chaque fois que j'avais un petit peu de bénéfices, je mettais dans cette espèce de cagnotte en fait pour pouvoir m'offrir les sacs que je voulais. Donc j'avais pu acheter ces sacs aussi en vente privée, une réduction de 30 ou 40%, je sais plus, mais c'était très intéressant. C'est le modèle que je voulais chez Delvaux, donc j'étais très contente. Et ensuite j'ai participé aussi à d'autres ventes privées Delvaux, et c'est pour ça que j'ai pu acquérir certains modèles à des prix plus accessibles pour moi et pour mon porte-monnaie, des modèles dont j'ai toujours rêvé en fait. Notamment le sac Poussière d'étoiles de chez Delvaux, je vous l'ai dit, c'est mon sac préféré je pense de toute ma collection. Ce sac là il était beaucoup trop cher quand je l'avais vu la première fois que j'étais étudiante, et quelques années après retomber dessus en vente privée, déjà je me dis c'est le destin quoi, c'est pas possible que je ne l'achète pas. Surtout
En 2020, je pense en avoir déjà parlé dans mes vidéos, la vidéo comment j'ai épargné 100 000 €. Une grosse partie de ce que j'ai pu acheter par la suite, que ce soit en neuf dans les boutiques Chanel directement, parce qu'en 2022 j'ai acheté 3 ou 4 sacs directement en boutique, c'est grâce à la vente d'actions que je possédais, sur lesquelles j'ai fait une plus-value assez conséquente, assez confortable. Voilà, mais c'est pas une vente d'actions comme la bourse par exemple. Là c'était très encadré, j'ai dû passer chez le notaire, enfin voilà, il a fallu consigner, contracter, enfin faire plein de choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. Un investissement qui a porté ses fruits, c'est quelque chose qui a réussi une fois. Et en vrai, je pense que c'est la seule fois de ma vie. Enfin, j'espère évidemment que je pourrais faire évaluer ma société, voilà, à une valeur encore supérieure et tout. Mais je sais pas si c'est possible. Donc aujourd'hui, c'était clairement la plus grande entrée d'argent de ma vie et j'ai pas eu d'autre choix aussi que d'investir. Je pouvais pas laisser dormir de l'argent sur un compte courant et finalement, du coup, que cet argent perde de la valeur au fur et à mesure des années, notamment avec l'inflation et tout. Et forcément, j'ai aussi réinvesti dans d'autres actions, dans la bourse, un peu dans la crypto, mais pas beaucoup parce que ça reste risqué selon moi en tout cas. La majeure partie de cette somme, clairement, ça a été le réinvestissement du coup dans l'immobilier. Je suis bien consciente que si j'avais pas vendu des actions de cette proportion-là devant notaire, etc., j'aurais pas pu investir. Pour moi, c'était une manière de diversifier mes investissements globaux, d'acheter aussi des sacs de luxe, mais je suis bien consciente que c'est pas pour tout le monde, parce que si vous n'êtes pas passionné, vous imaginez tout ce qu'il faut faire en fait pour acheter des sacs aussi. Il suffit pas d'aller dans une boutique dire ce sac il me plaît, je le voudrais s'il vous plaît. Par exemple chez Hermès, tout le monde sait que c'est pas possible et aujourd'hui j'ai toujours pas eu de sac chez Hermès en seconde main. Voilà, passer du temps, aller voir des dizaines et des dizaines de boutiques de dépôt-vente. Moi c'est essentiellement du coup comme ça que j'ai acheté, ou alors via des ventes privées de connaissances que j'avais. Je peux vous donner un exemple récent de la plus belle revente que j'ai faite. C'est sur une pochette en cuir exotique Chanel, donc qui n'existe plus, qui ne sera plus jamais éditée. C'est une pochette en galoucha, je sais pas comment on dit. Il me semble que c'est un cuir d'écaille de poisson du coup. C'est une petite pochette que j'avais payée 350, que j'ai trouvée dans un dépôt-vente et je l'ai vendue l'année dernière à un autre dépôt-vente. Ils ont fait une marge dessus évidemment, je crois que c'était 30%, donc ils ont vendu la pochette à 1050. Du coup moi j'ai touché 720 €, du coup j'ai fait une plus-value de 370 €. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pas pris de temps ni rien, je l'ai pas acheté pour ma collection, je le dis clairement, je l'ai acheté pour le revendre. Comme ce dépôt-vente me l'a estimé à 720 €, moi j'ai rien demandé de plus, j'ai pas négocié ni rien. 370 pour peut-être 2 heures de travail, c'est très bien payé je trouve. C'est même pas du travail, moi c'est ma passion. Si c'est pas une passion, c'est un investissement qui ne vaut pas le coup parce qu'il faut vraiment se former, il faut faire attention justement à la contrefaçon. Pour répondre à une question aussi qui m'a été beaucoup demandée, oui, j'ai déjà vu, je suis déjà tombée sur des articles de contrefaçon. Je ferai une vidéo avec grand plaisir. D'ailleurs il y a eu une fois où j'ai filmé l'article de contrefaçon parce qu'il y avait même une carte d'authenticité qui était fausse. La raison pour laquelle j'ai pas publié aujourd'hui, c'est que j'attendais que le temps passe pour qu'on ne puisse pas reconnaître le dépôt-vente. C'est juste une erreur humaine, ça peut arriver à tout le monde. Sachez que même si vous faites authentifier des sacs à main de luxe par des logiciels très bien formés, etc., l'erreur existe. C'est pas à 100%. Je crois que le taux est de 98-97% de justesse. Donc vous pouvez toujours malheureusement tomber aussi sur une contrefaçon qui est passée, et il y en a qui sont vraiment trop bien faites, qui peuvent même, je pense, faire douter certaines personnes qui sont pourtant formées. Si les sacs de luxe, ou le luxe en général, ce n'est pas votre passion et que vous voulez faire ça juste pour le côté financier, l'achat-revente et tout, franchement je suis pas sûre que ce soit très rentable, dans le sens où déjà vous allez devoir faire un montage en société ou alors être indépendant, déclarer des charges, etc., passer beaucoup de temps, courir les ventes aux enchères. En vrai aujourd'hui je pense que c'est ce qui permet de faire la plus grosse plus-value, parce qu'en fait les magasins de seconde main, les dépôts-ventes, ils sont au courant de la courbe du marché, donc c'est rare de tomber sur des prix qui sont vraiment dévalués, qui va vous permettre de faire une plus-value si vous êtes intéressé que par ce côté achat-revente. Si vous avez envie de moins vous prendre la tête, que vous êtes quand même passionné de sac à main et que vous avez envie de vous faire un complément de revenu, il existe autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement la location de sacs. Il me semble qu'il y a plusieurs plateformes qui existent et ça peut être intéressant. Par exemple, mettre en location, prêter quelque part vos sacs et recevoir de l'argent. C'est assez bien payé parce que pour des sacs que vous ne portez par exemple jamais, vous pouvez gagner peut-être 70, 100 € par semaine où c'est loué, donc ça reste une belle somme. Maintenant, moi personnellement, pour avoir déjà été cliente, c'est-à-dire j'ai déjà loué des sacs et j'ai déjà aussi mis des sacs en location, comment vous dire ?
Pour mettre mes sacs en location, les sacs de grande valeur, c'est pas possible. Les sacs tels que des sacs en cuir d'agneau trop fragiles, j'aurais trop peur que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ou quoi, même s'il y a une caution et tout, que ce soit abîmé. J'ai déjà mis donc un sac en location. Après il y a eu plusieurs locations dessus. Je crois que je l'ai laissé 2-3 mois. Globalement toutes les clientes sont très soigneuses, il y a pas trop de problèmes parce qu'elles font attention, elles ont une caution aussi qui est déposée. Mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a toujours voilà, des petites éraflures, frottements à l'utilisation. En fait c'est l'usure normale et on n'y peut rien. J'avais retrouvé un de mes sacs malheureusement assez frotté au niveau des coins, mais quand même. Puis je sais pas, le fait en fait de me dire qu'il a été utilisé par plein de personnes, ça a diminué la valeur qu'il avait à mes yeux. À la base, de toute façon, je pense que si je l'avais mis en location, c'est que je le portais pas. Ça a définitivement marqué le fait que je m'étais lassée de ce sac. Et donc je l'ai vendu. Le revendre à un prix un peu plus élevé, d'avoir une petite plus-value et en plus de l'avoir fait louer. Du coup, c'était une belle somme quand même, quoi, au final, pour moi. Voilà, ça existe, il y a des plateformes, je pense qu'ils le font encore aujourd'hui. Ça peut être une solution, en tout cas une piste sur laquelle vous pouvez vous orienter. En sachant quand même que les sacs les plus loués, ça va toujours être des Timeless de chez Chanel, des Kelly, des Birkin de chez Hermès. Hein. Ça, il n'y a pas de surprise. Donc si vous avez un sac trop exotique, j'ai bien peur que ça soit difficile de le faire louer régulièrement, d'avoir des revenus supérieurs. Voilà comment moi j'ai constitué ma collection grâce à diverses entrées d'argent, voilà, le renouvellement de collection, la vente, le prêt. Moi, ça a été ma solution en tout cas pour avoir la collection de mes rêves entre guillemets, en tout cas celle qui me correspond. Et aujourd'hui, donc on est en 2024, en vrai j'ai envie, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai envie en fait de diminuer la taille de ma collection. J'adore les sacs que je possède, mais il y en a certains, c'est une réalité, je les porte pas, ils sont dans des états nickel, c'est dommage aussi de les laisser dormir dans un placard, dans un coffre pour certains qui sont plus chers. Et aussi c'est un coût. C'est un coût de garder en bonne condition des sacs à main. Alors ici on est en Europe, donc au niveau humidité ça va. Mais par exemple, des personnes qui vivent dans des endroits plus humides, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir besoin d'un déshumidificateur, il y a des armoires spécialisées aussi conçues pour, mais vous imaginez l'investissement quand même que c'est. Déjà, vous avez payé vos sacs très cher, mais en plus pour les conserver, pour les ranger, vous allez devoir encore payer. Ça a un coût électrique, énergétique aussi. J'ai envie d'être aussi un peu plus minimaliste sur ce coup-là. Avant, je l'étais pas du tout, question sac, parce que quand j'avais un coup de cœur, voilà, c'était ma passion, ma collection, donc je pensais pas du tout minimalisme sur ce point-là. Et là, je suis arrivée à un point, je pense aussi, de ma vie où déjà financièrement c'est compliqué, comme vous le savez déjà. Au niveau de mon travail, j'ai perdu mes plus gros clients parce que eux-mêmes n'ont plus les moyens de me payer, n'ont plus les moyens de travailler avec moi. Je suis en train en fait de travailler, d'essayer de trouver des nouveaux clients, de maintenir ma société. C'est beaucoup de travail. En fait j'ai d'autres priorités tout simplement. Finalement une collection de luxe, je pense vraiment que ça peut être accessible si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Mais il faut réfléchir les coûts que ça peut engendrer de stockage, etc. J'ai des sacs qui sont assurés, donc en plus je dois payer une prime d'assurance. Sur certains sacs, je l'ai fait, ça commence à me coûter, je trouve, trop cher. Je mets beaucoup de temps pour boire un bubble tea, je sais pas si vous avez remarqué, mais en même temps je parle. Et c'est pour ça que j'aimerais bien dans une prochaine vidéo qu'il y ait quelqu'un avec moi pour que je puisse l'écouter et boire mon bubble tea et pas que parler. C'est pas grave, ça me fera un dessert tout à l'heure. Ma priorité n'a jamais été d'avoir une vie de luxe ou entourée de produits de luxe, juste de vivre bien, évidemment de pouvoir m'offrir certaines choses. En ce moment je pense que j'ai juste d'autres projets tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez dans ces projets justement, dans ces autres aventures, même si je vais continuer à vous parler de sacs de luxe évidemment. J'aimerais bien peut-être aussi vendre un sac pour pouvoir en acheter un autre éventuellement, même si c'est pas immédiat. J'oublie pas ma passion, en vrai j'ai un sac en tête. Mais pour pouvoir me l'offrir, il faudrait que je revende un de mes sacs en fait actuels. Les prochaines étapes, ça va être de trier ma collection de sacs à main. J'essaierai de faire ça avec vous pour faire du contenu, des vidéos, vous partager ça. Je sais que la vente de certains sacs me permettront d'être un peu plus confort financièrement, enfin d'avoir de l'argent immédiat on va dire pour assurer mon épargne de sécurité, pour pas qu'il y ait de trou si jamais vraiment j'ai pas de revenus quoi. Mais tout ça effectivement a quand même un rapport avec l'argent dans le sens où on peut pas acheter des trucs de luxe sans aussi changer son rapport avec l'argent, travailler sa relation avec l'argent, pas le voir comme quelque chose de bien ou pas bien, c'est un outil de toute façon donc il n'y a pas de sentiment à avoir. Puis ça m'a permis aussi au fur et à mesure des années d'apprendre justement sur les investissements, sur l'argent, sur l'épargne. C'est un chemin long, mais qui m'aide aujourd'hui beaucoup, donc je suis assez sereine aussi en même temps. Effectivement cette base, cette valeur, si vraiment j'ai un souci, voilà, j'ai pas rien du tout. Voilà. J'ai aussi mes investissements immobiliers à côté. Et voilà pour cette vidéo. J'arrive plus à m'arrêter de boire, c'est terrible.
J'ai vraiment hâte de faire une seconde édition, mais avec quelqu'un, parce que franchement, là j'ai l'impression de parler toute seule, même si c'était cool. Puis de vous donner la clé, en tout cas de comment moi je faisais. Je suis sûre qu'il y a d'autres astuces pour gagner de l'argent, mais là j'ai pas d'idée, mais c'est possible. Si c'est ça que vous êtes venu chercher dans cette vidéo, en tout cas, ce bubble tea est vraiment très bon. Spéculoos, c'est un goût que je recommande, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas senti beaucoup le goût du thé pour un bubble tea, mais ça va. Je pense que c'est parce que c'est le côté un peu sucré, gourmand qui prend le dessus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante, que vous aurez passé un agréable moment quand même en ma compagnie. Bah, sinon vous aurez quitté cette vidéo, j'imagine. Merci encore pour votre soutien, on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. J'essaye pour l'instant, par rapport à tout le travail que j'ai, de faire au moins une vidéo tous les 15 jours, enfin toutes les 2 semaines, un dimanche sur 2, voilà. Et j'essaierai de faire un peu plus, sinon vous pouvez me retrouver au quotidien sur les autres réseaux sociaux, tels qu'Instagram surtout, où je poste pas mal de stories. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, à m'envoyer un petit message privé, et j'ai hâte de vous lire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.